Donc, nous allons, donc, sans plus tarder, vous parler donc, de la drépanocytose et activité physique. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie donc, génétique qui est caractérisée par une mutation au niveau donc, du 6e codon donc, du chromosome 11. Et ceci est à l'origine de la formation d'une hémoglobine anormale, donc qu'on appelle hémoglobine S. Pour ce qui est maintenant des activités donc, physiques et sportives, pour pouvoir mieux aborder cette thématique, donc il est important de définir c'est quoi une activité physique, c'est quoi une activité sportive. Alors l'activité physique, donc c'est tout mouvement corporel qui est produit par les muscles et qui entraîne une augmentation donc, de la dépense énergétique. Et cette augmentation donc, doit être supérieure donc, par rapport à l'augmentation, par rapport à la dépense énergétique au repos. Alors, de ce fait, donc, il existe plusieurs types d'activités physiques. Il y a des activités physiques donc, de la vie quotidienne, il y a des activités physiques donc, de loisirs comme la marche, également donc, la natation. Quand on parle maintenant du sport, donc le sport, c'est par rapport à une activité physique mais qui est réalisé dans un cadre donc, juridique, avec donc, des règles juridiques qui vont être bien établies. Mais également, dans le sport, il y a des notions de compétition. Supposons, par exemple, on a un match de football avec ce qui s'est passé donc, à la finale donc, de la Ligue des Champions. Donc, chaque équipe veut gagner. Il y a des notions de compétition. Et ceci va pousser donc, les joueurs à réaliser beaucoup plus d'activités physiques. Donc, ce sont des activités physiques qui sont donc très intenses. Alors, raison pour laquelle, pour ce qui est de la drépanocytose, donc, on parle plutôt dans cette thématique donc, de l'activité physique et de la drépanocytose. Lorsque maintenant les activités physiques sont réalisées dans certaines conditions, comme un climat chaud, ici en Afrique, mais également donc, en Amérique donc, latine, donc, ceci pourrait entraîner des modifications importantes dans l'organisme. Parmi ces modifications, on peut avoir une déshydratation aiguë, mais également on peut avoir une production d'acide lactique, mais aussi ceci pourrait entraîner un état pro-oxydant. Et ces modifications peuvent entraîner des conséquences néfastes au niveau donc de la drépanocytose. Si on prend la déshydratation aiguë, ceci pourrait entraîner une hyperviscosité sanguine, et ceci peut être à l'origine des complications cardiovasculaires. Si on prend la production d'acide lactique avec l'état acidose, ceci pourrait entraîner la falsification des globules rouges et bien évidemment donc, les crises vaso-occlusives. Les radicaux libres qui seront libérés pendant les exercices donc, physiques, ceci pourrait entraîner des crises vaso-occlusives. Ce qui fait que donc, la pratique des exercices physiques en climat chaud pourrait être considéré comme un facteur qui pourrait déclencher les crises vaso-occlusives. Et ceci va maintenant entraîner donc, sur le sujet drépanocytaire un refus donc, de pratiquer des activités physiques. Et ceci donc pourrait être accentué par des barrières. Et parmi ces barrières, on a les barrières donc, personnelles. Les patients drépanocytaires, ils ont un sentiment d'être non aptes pour pratiquer les activités physiques et sportives, mais également ils ont une démotivation qui est liée à la peur donc, de survenue des complications cardiovasculaires pendant les exercices physiques. Mais aussi, il y a des barrières au niveau de leur entourage, avec les parents qui veillent de façon accrue sur les enfants drépanocytaires pour que ceux-ci ne font pas des exercices physiques. Mais aussi, il y a des barrières environnementales avec un manque donc, de ressources adéquates pour la prise en charge des complications, que ce soit au niveau de la maison, mais également au niveau des écoles. Et toutes ces barrières vont faire de sorte que le patient drépanocytaire adopte un comportement sédentaire. Et ils vont rester pratiquement donc, à la maison et ils ne font pas pratiquement d'activité physique. Et parfois même, ils abandonnent donc les activités scolaires du fait de l'absentéisme répété. Et ce comportement sédentaire va entraîner au niveau des muscles, mais également du système cardiovasculaire, un déconditionnement
qui est caractérisé par une perte de la masse et de la force musculaire, mais également un déconditionnement qui est caractérisé par des altérations fonctionnelles et structurelles du muscle, mais aussi au niveau de la circulation, il y aura donc des altérations. Et ceci donc va faire un cercle vicieux, c'est-à-dire que le patient drépanocytaire adopte un comportement sédentaire et ce comportement sédentaire va favoriser le risque de survenue des crises vaso-occlusives. Avec ce cercle vicieux, donc, nous avons le point de départ qui est la drépanocytose. Le patient drépanocytaire, quand il fait des exercices physiques, il sent une dyspnée et cette dyspnée va entraîner une anxiété liée à la dyspnée d'effort donc chez le patient drépanocytaire. Et il va rester donc à la maison, il va adopter un comportement sédentaire. Avec ce comportement sédentaire, il risque d'avoir une kinésiophobie, c'est-à-dire une crainte à réaliser un mouvement musculaire. Avec cette kinésiophobie, il risque d'avoir un déconditionnement musculaire, mais également cardio-respiratoire. Et avec ces déconditionnements, il y aura un sentiment d'anxiété liée à la maladie. Et avec cette anxiété, il y aura des facteurs qui peuvent déclencher les crises vaso-occlusives, mais également des épisodes donc douloureux. Et à la longue, ça donne un état de dépression. Avec l'état de dépression chez le patient drépanocytaire, ceci va maintenant entraîner un effondrement de la qualité de vie, mais également ceci va baisser l'espérance de vie donc, chez les patients drépanocytaires. Alors, ce que nous, en tant que spécialistes du sport, mais également des activités physiques, nous voudrions déconstruire donc, cette spirale de déconditionnement musculaire et cardiovasculaire donc, chez les patients drépanocytaires pour que ces derniers puissent faire des activités physiques, mais des activités physiques donc, bien encadrées, afin qu'ils puissent avoir des effets bénéfiques liés à ces activités physiques. Et donc, merci. Et donc, pourquoi est-ce qu'en fait, on a pendant très, très longtemps déconseillé l'activité physique en général aux patients drépanocytaires, alors qu'en fait, comme tous les enfants ou comme tous les adultes, ils rêvaient de pouvoir avoir une activité et que ce soit par le sport ou que ce soit par la danse ou autres activités, c'est qu'en fait, il y a quand même un risque qui existe quand on fait ces activités de manière non préparée. Et on sait d'ailleurs que l'activité physique intense non préparée est la troisième cause de crise vaso-occlusive. C'est le troisième facteur déclenchant après les infections et le stress. Alors, ce qu'on sait, c'est que cette fameuse falciformation ou polymérisation de l'hémoglobine S, elle se présente plus facilement dans certaines conditions qui sont la déoxygénation, mais également l'acidose. Animation suivante. Et les patients drépanocytaires qui transportent déjà moins bien l'oxygène et qui vont avoir des niveaux de saturation plus faibles, donc des tendances à avoir une polymérisation de l'hémoglobine S, vont avoir cette tendance d'autant plus facilement qu'ils ont en fait une acidose en particulier lors d'un effort physique intense qui est lactique. Et ça, c'est des courbes qui ne sont pas celles de patients forcément drépanocytaires, c'est chez tout le monde. Quand on fait une activité physique intense, notre acidité dans le sang va diminuer au même moment que va apparaître cette courbe d'acidose lactique. Donc, toute l'idée, justement, pour déconstruire ce cercle vicieux négatif dont on a parlé Mort, c'est justement de pouvoir proposer une stratégie qui est basée sur un exercice physique préparé en absence d'acidose. Alors, pour faire justement ça, on se retrouve quand même confronté à tout un tas de barrières qu'il va falloir effectivement bien expliquer à l'échelle personnelle aux patients comment en fait il faut pratiquer ces activités, les motiver également, parce que des patients qui sont désadaptés en général n'ont pas forcément, en tout cas au début, l'énergie pour commencer ces activités. Au niveau de l'entourage, bien faire comprendre également à l'entourage et également aux encadrants quelles sont les règles en fait à suivre pour pouvoir mener à bien ces activités
sans danger. Et puis après, évidemment, le cadre qui va être celui de la disponibilité de structures d'accueil pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Diapo suivante. Alors là, je vous montre en fait des courbes qui montrent l'évolution justement des lactates chez des patients drépanocytaires en noir sur la figure du dessus, des sujets normaux et des sportifs en gris. Et vous voyez qu'au cours d'un exercice physique, donc incrémental, où on commence à pédaler de plus en plus difficilement et donc produire de plus en plus de puissance, vous pouvez voir que les sujets drépanocytaires ont en fait à un moment donné une cassure complète de l'évolution de leur lactate qui en fait monte en flèche pour certains patients et qui s'associe justement à une acidose lactique. Et ce qu'on sait, c'est que pour justement retarder l'apparition de cette acidose, il faut justement avoir une activité d'entraînement qui petit à petit va permettre au corps de s'adapter et aux muscles de pouvoir produire moins d'acide lactique de façon à justement éviter ce risque. Et on a mis en fait au point une stratégie qui est une stratégie d'exercice incrémental. Ça, c'est assez classique, mais vous voyez que normalement, en grisé, l'exercice incrémental monte jusqu'à ce qu'on appelle la VO2 max, alors que chez le patient drépanocytaire, toute la stratégie est justement d'éviter d'arriver à cette zone rouge qui est la zone d'acidose lactique et qui en fait est à 4 millimoles de lactate. Et quand on fait en fait ces activités d'entraînement en essayant de ne pas monter trop haut et justement de ne pas pousser à bout, avec une cible qui est en dessous de cette apparition d'acidose lactique, diapo suivante, on se rend compte que si vous regardez à droite, dans une étude qu'on a menée où on a fait un tirage au sort, au même moment, il y avait des patients qu'on entraînait et des patients qu'on n'entraînait pas, suivant cette stratégie. En rouge, vous voyez le nombre d'hospitalisations pour crise vaso-occlusive pour les patients qui n'ont pas été entraînés. Et en bleu, en fait, elle est au niveau du 0, c'était les patients entraînés au même moment. C'est-à-dire que, contrairement justement à cette crainte qu'on avait d'avoir des déclenchements de crise, quand on fait en fait une activité physique bien préparée, sans atteindre ce niveau de risque, les patients, pendant cet entraînement, n'ont fait aucune crise vaso-occlusive hospitalisée, alors qu'on a eu 7 patients avec des crises vaso-occlusives, dont un syndrome thoracique aigu hospitalisé, au même moment pour les patients non entraînés. Maintenant, si on regarde quels sont les bénéfices de cette activité physique, les bénéfices en termes de puissance développée sont énormes en l'espace seulement de 8 semaines. C'est-à-dire qu'on a plus de 40% de puissance augmentée rien qu'avec un programme d'entraînement qui finalement n'était pas trop difficile, ne les a pas mis en danger. Et si on regarde de manière plus intéressante encore quel est le niveau de lactate produit par ces malades après entraînement, et c'est la petite courbe que vous voyez en pointillé gris par rapport au groupe contrôle ou par rapport aux gris qui sont les mêmes patients avant l'entraînement, on se rend compte qu'à un même niveau de puissance, ces patients-là ont eu une production de lactate beaucoup plus faible qu'ils ne l'avaient avant l'entraînement. Et si on regarde en fait les niveaux de puissance auxquels ils développaient déjà des lactates, ça correspond quasiment à une petite course après le bus. C'est-à-dire qu'il est normal quand on voit cette désadaptation de se dire qu'un patient drépanocytaire qui va courir après un bus ou qui va faire une activité minime, pour certains d'entre eux, va se retrouver dans un niveau d'acide lactique qui est à risque de déclencher des crises. Et que finalement, si on prépare ces patients par un protocole d'entraînement adapté, personnalisé à la capacité du patient, et bien finalement, on va réduire ce risque de déclenchement de crise pour des gestes de la vie quotidienne. Et finalement, on peut voir non seulement l'activité physique, comme en gros le désir pour tout un chacun de pratiquer des activités comme il le désire, mais en plus d'avoir un traitement qui ne coûte quasiment rien, mais qui nécessite quand même d'avoir du savoir-faire, des équipes accompagnantes et un minimum de structuration. Diapo suivante. Maur, je te laisse à nouveau la parole. Merci, professeur Pablo. Et pour rester toujours dans la vie quotidienne donc, des patients drépanocytaires, nous sommes en train de réaliser une étude ici au Sénégal. Donc,
avec donc des patients drépanocytaires et les premiers résultats montrent que il y avait des patients drépanocytaires qui sont physiquement actifs et nous avons évalué donc leur niveau d'activité avec donc des accéléromètres que les patients devaient porter donc au moins 10 heures de temps dans la journée. Et journalièrement, ils synchronisaient donc les accéléromètres avec le smartphone et ceci nous a permis donc de suivre en temps réel le niveau d'activité donc des patients drépanocytaires donc par jour. Et nous avons retrouvé qu'il y a des patients drépanocytaires, une bonne partie de notre corps avait un niveau d'activité physique qui était supérieur à celui qui est recommandé par l'OMS. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des patients qui faisaient plus de 30 minutes d'activité physique donc, par jour. Et, et lorsqu'on a analysé le nombre de pas quotidiens, nous avons trouvé qu'il y avait des patients drépanocytaires qui avaient plus de 10 000 pas de marche donc, par jour. Et ceci donc prouve qu'il y a des patients drépanocytaires qui sont physiquement actifs ici au Sénégal. Et je pense qu'également, donc, ceci existe dans d'autres pays. Et ceci va faciliter donc l'approche thérapeutique dont Pablo donc parlait pour la prise en charge des patients drépanocytaires. Et lorsqu'on a analysé maintenant les paramètres cardiophysiologiques ou bien cardiovasculaires, nous avons trouvé que les patients qui faisaient donc plus de pas dans la journée, il avait un système vasculaire qui était donc meilleur comparativement aux patients qui n'en faisaient pas. Donc ici, nous avons trouvé qu'il y a une relation nette entre la vitesse de l'onde de pouls carotide fémorale, qui est un marqueur donc de la fonction vasculaire, et le nombre de pas par jour. Et plus donc ce nombre de pas de marche réalisés par le patient augmente, plus donc les artères deviennent plus souples. Donc, l'activité physique chez le patient drépanocytaire pourrait conférer des effets bénéfiques au système cardiovasculaire. Et lorsque nous avons analysé donc, les manifestations cliniques par rapport à leur niveau d'activité physique, effectivement, nous avons trouvé qu'il y avait moins de crises vaso-occlusives dans le groupe de patients qui faisaient des activités physiques donc, vigoureuses. Et peut-être que ces patients-là avaient déjà donc leur approche pour permettre donc de réaliser des activités physiques donc d'intensité modérée à vigoureuse. Et ceci donc prouve que les patients drépanocytaires qui adoptent un mode de vie physiquement actif et qu'ils ont moins de manifestations cliniques. Donc, il semblerait que l'adoption de mode de vie physiquement actif semble avoir des effets positifs sur la drépanocytose. Et nous terminons notre présentation par des remerciements avec nos collègues donc, français, mais également avec nos collègues japonais, mais également avec donc, les bailleurs qui nous ont permis de réaliser donc, nos études. Mais également, je donne la parole à Pablo pour qu'il puisse remercier donc, ses collègues. Alors, merci. Et moi, je remercie tout particulièrement Laurent Messonnier, avec qui on a pu construire depuis maintenant plusieurs années, justement, la déconstruction de ce dogme. Et voilà,